Bonjour, je m'appelle Justin Rivera. J'ai actuellement 31 ans. Il y a 4 ans, j'étais vendeur dans un petit magasin d'électronique à Houston, Texas. Me qualifier de vendeur sonne un peu prétentieux. En réalité, je suis juste le type derrière le comptoir, jour après jour, présentant des grille-pains, des micro-ondes ou des téléviseurs obsolètes à des clients pressés. Je ne vis pas dans un somptueux manoir surplombant un désert rougeoyant. Je ne suis pas non plus un écrivain décharné poursuivant de grands rêves dans un appartement exigu. Je suis juste une personne ordinaire, menant une vie ordinaire dans une ville pleine de soleil et de poussière. Mais si vous pensez que c'est tout ce qu'il y a dans ma vie, vous n'avez pas encore entendu parler des cicatrices que je porte dans mon cœur. Des cicatrices qui ne guérissent jamais, gravées profondément par les personnes mêmes que j'appelais autrefois ma famille. Houston ne m'est pas une ville étrangère. J'y suis né et j'y ai grandi dans un quartier moyen, avec des maisons en briques rouges, des clôtures en piquets blancs et des pelouses soigneusement taillées. De l'extérieur, ma famille semblait être le modèle parfait. Mon père, Richard Rivera, est un expert comptable retraité qui a toujours été fier de la précision de ses chiffres. Ma mère, Clara, était professeure de littérature, mais elle préférait se vanter de ses enfants qui réussissaient plutôt que de parler de Shakespeare. Notre famille se compose de 4 enfants. Mon frère aîné, Michael, un avocat prestigieux à Dallas. Ma sœur aînée, Sophia, une neurochirurgienne à Austin. Et ma sœur cadette, Lily, une étudiante exceptionnelle, diplômée en génie chimique du MIT. Et moi, je suis Justin, celui qui n'a pas d'avenir, comme ma mère m'a un jour appelé. Ma famille a une tradition de poursuite de carrières intellectuelles. Mes parents ont toujours souligné que l'éducation était la clé, le seul billet pour échapper à ce qu'ils appelaient une vie médiocre. Michael, Sophia et Lily étaient pour les étoiles brillantes aux yeux de mes parents. Michael avec ses procès à gros enjeux, Sophia avec ses chirurgies salvatrices, et Lily, ma brillante petite sœur, toujours louée pour son avenir prometteur. Je ne leur en veux pas. Ils méritaient les éloges, mais j'étais différent. Je ne me suis jamais intégré dans l'image parfaite que ma famille peignait. Je ne suis pas paresseux. J'ai fait des études de commerce, mais je n'ai pas obtenu de diplôme avec mention ou de bourse prestigieuse. J'ai quitté l'école avec un diplôme moyen, des dettes étudiantes et un emploi à temps partiel dans ce magasin d'électronique. C'est là que je suis depuis 8 ans. Le travail n'est pas mauvais, mais ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier lors des réunions de famille. Surtout quand votre famille ne veut parler que de contrats à plusieurs millions ou de récompenses académiques. Justin, combien de grille-pains as-tu vendu cette semaine? Michael a un jour demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement lors d'une fête de Noël. Toute la famille a éclaté de rire, comme si c'était l'histoire la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. J'ai forcé un sourire, avalant l'humiliation. Mais au fond de moi, j'avais l'impression d'avoir été poignardé. Ce ne sont pas les paroles de Michael qui ont le plus blessé. C'est le regard dans les yeux de mes parents. Un regard qui ne se donnait pas la peine de cacher leur déception. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais je savais ce qu'ils pensaient. Justine est l'échec de cette famille. Ma mère était la plus directe. Une fois, quand j'avais 27 ans, lors d'un rare dîner de famille, elle m'a regardé et m'a dit, la voix glaciale, « Tu devrais connaître ta place et être reconnaissant d'être encore autorisé à manger dans cette maison. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je me suis assis là, entouré par la délicieuse nourriture que ma mère avait préparée, au milieu des rires et des bavardages de mes frères et sœurs, me sentant comme un étranger. Je n'appartenais pas à cet endroit,
pas à cette famille. Mais le moment qui m'a vraiment brisé, c'était l'été dernier à la fête de remise des diplômes de Lily. Toute la famille s'est rassemblée dans notre spacieux salon décoré de ballons et de fleurs fraîches. Lily, ma petite sœur, que j'ai toujours adorée, se tenait au centre, radieuse dans sa robe blanche, tenant son prestigieux diplôme du MIT. Mes parents ne pouvaient pas s'arrêter de se vanter d'elle, de la façon dont elle avait été recrutée par 3 grandes entreprises, avec des salaires à 6 chiffres. Les invités, les parents et les amis de mes parents hochaient tous la tête en signe d'approbation. Je me tenais dans un coin de la pièce, tenant un verre de vin, essayant de me fondre dans l'atmosphère festive. Mais comme d'habitude, les regards des gens ont commencé à se tourner vers moi. Pas avec admiration, mais avec une curiosité mêlée de pitié. Alors, qu'en est-il de Justin? Une tante lointaine a demandé, son ton suggérant qu'elle cherchait une histoire intéressante. Vends-tu toujours des grille-pains dans ce magasin d'électronique? J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Oui, ça va. Ça va? Michael a interrompu, sa voix dégoulinant de sarcasme. C'est le roi des grille-pains à Houston, n'est-ce pas, Justine? La pièce a de nouveau éclaté de rire. Ce rire était comme de petits couteaux plantant mon cœur à plusieurs reprises. J'ai regardé mes parents, espérant un regard de soutien, un mot de défense. Mais mon père a juste pris une gorgée de son vin et ma mère s'est détournée, faisant semblant d'être occupée à réarranger les plateaux de nourriture. Lily, la sœur à qui je pensais être le plus proche, a seulement donné un léger sourire comme si elle ne voulait pas contrarier notre frère aîné. Cette nuit-là, après la fin de la fête, je me suis tenu seul sur le porche, regardant les lumières scintillantes du quartier. Houston. La nuit est belle, mais je me sentais comme un fantôme. Je n'appartenais pas à cet endroit. Je n'appartenais pas à ces gens. J'avais essayé, espéré et attendu le jour où ma famille me regarderait différemment. Mais j'ai réalisé qu'ils ne le feraient jamais. Pour eux, je serai toujours celui qui n'a pas d'avenir. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai pris mes clés de voiture et je suis parti dans la nuit. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je devais m'éloigner. Pas seulement de la fête, mais de tout. Cette maison, cette famille, les mots moqueurs et les regards dédaigneux. J'ai arrêté ma voiture sur une route tranquille, me suis assis dans l'obscurité et j'ai laissé couler des larmes silencieuses. Je ne pleurais pas de tristesse, je pleurais de colère, d'impuissance, de la réalisation que j'avais laissé ma propre famille définir ma valeur pendant bien trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je quitterai Houston. Je courrai tous les contacts avec ma famille. Je recommencerai, pas pour leur prouver qui je suis, mais pour me le prouver à moi-même. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais une chose. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de leur mépris. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages. Ce n'était pas grand-chose. Quelques vêtements, un vieil ordinateur portable et quelques économies. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas écrit de lettres. Je suis juste parti tranquillement, comme un fantôme s'échappant de l'image parfaite de la famille Rivera. Ma destination était la Floride, un endroit étrange où j'espérais me retrouver. Alors que mon camion de déménagement roulait sur l'autoroute, laissant Houston derrière moi, j'ai jeté un coup d'œil à la ville dans le rétroviseur. Les gratte-ciels, les routes familières, ils devenaient plus petits puis disparaissaient. Je ne sais pas si je reviendrai un jour dans cet endroit, mais je sais une chose. Je ne laisserai plus jamais personne, pas même ma famille, me faire sentir sans valeur. J'ai traversé la frontière de l'État, le soleil ardent de la Floride me frappant les yeux si fort qu'il m'a fait plisser les yeux. C'était mon premier jour à Orlando
avec peu plus qu'une valise de vêtements, un vieil ordinateur portable et un cœur plein de cicatrices. Houston n'était plus qu'un lointain souvenir s'estompant comme les feux de rue dans mon rétroviseur. Je n'avais pas de plan clair, pas d'amis, pas de famille ici. Seulement une chose, une détermination à ne plus laisser mon passé me définir, ne serait-ce qu'une seconde. Orlando n'était en rien comparable à Houston. Cette ville était vibrante, débordante de l'énergie des parcs à thème, des rues bordées de palmiers et des grands rêves. Mais pour moi, ce n'était qu'un endroit pour recommencer. J'ai loué un petit appartement, le moins cher que j'ai pu trouver, avec des murs tachés et une légère odeur de moisi. Le lit était un vieux matelas, le bureau une table pliante achetée dans une friperie. Je ne me suis pas plaint. Comparé au regard dédaigneux de chez moi, cet espace exigu était un paradis. Le premier emploi que j'ai trouvé en Floride était celui d'agent immobilier de bas niveau pour une petite entreprise appelée Sunshine Properties. Ce n'était pas un emploi de rêve, mais ce n'était pas mal pour un nouveau départ dans un endroit étranger. Je parcourais les quartiers, distribuais des prospectus, appelais des clients potentiels et essayais de les convaincre d'acheter des maisons que je ne pouvais même pas me permettre de louer moi-même. Le salaire était bas, les commissions maigres, mais je m'en fichais. Chaque jour de travail était un rappel à moi-même. Tu n'es pas l'échec qu'ils pensent. Les premiers jours chez Sunshine Properties n'ont pas été faciles. Je me souviens de la première fois où je me suis tenu devant un client, un jeune couple, cherchant une maison de vacances. J'ai bégayé, j'ai oublié les chiffres de la superficie et des taux d'intérêt, et mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber une pile de papier par terre. Ils m'ont regardé, pas avec sympathie, mais avec doute. « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ça ?» a demandé le mari, son ton étrangement similaire à la voix moqueuse de Michael. J'ai juste hoché la tête, avalant mon embarras, et je me suis dit « Tu dois le faire, Justine. Il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai commencé à apprendre, pas le genre d'apprentissage tiré des manuels comme à l'université, mais l'apprentissage de mes propres échecs. J'ai passé des heures chaque soir à lire sur l'immobilier, des prix des maisons aux tendances du marché. J'ai regardé des vidéos YouTube, écouté des podcasts de courtiers à succès et noté chaque petit conseil. J'ai appris à parler avec plus de confiance, à regarder les clients dans les yeux sans sourciller, à transformer un rejet en une opportunité. J'ai commencé à comprendre que dans cette industrie, ce n'est pas qui vous êtes, mais quelle valeur vous apportez. Parallèlement à mon travail, j'ai décidé de me lancer dans les médias sociaux. Je n'étais pas du genre à me montrer, mais j'ai réalisé que si je voulais réussir, je devais construire ma marque personnelle. J'ai créé un compte TikTok en publiant de courtes vidéos partageant des conseils d'achat de maison, des analyses de marché ou simplement des histoires de ma journée de travail. Au début, mes vidéos n'obtenaient que quelques vues, principalement d'anciens amis de Houston, probablement curieux de voir ce que faisait le vendeur de grille-pain. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai appris à monter des vidéos, à choisir la musique de fond et à parler de manière à captiver les spectateurs. Lentement, les chiffres ont commencé à changer. 10 vues sont devenues 100, puis 1000. Une vidéo sur 5 erreurs à éviter lors de l'achat de sa première maison a obtenu de manière inattendue plus de 5000 vues. Je n'en croyais pas mes yeux. Ces vidéos n'apportaient pas seulement des abonnés, elles apportaient des clients. Un jour, j'ai reçu un message d'un inconnu sur Instagram. « J'ai vu votre vidéo sur TikTok », ont-ils écrit. « Pouvez-vous m'aider à trouver un appartement à Orlando ?» Ce fut la première fois que j'ai réalisé le pouvoir de construire une marque personnelle. À partir de là, j'ai travaillé plus dur,
Pas seulement chez Sunshine Properties, mais aussi sur ma propre image. J'ai commencé à être invité à des événements immobiliers, à rencontrer des investisseurs, et j'ai même fait une petite interview dans un journal local. Ils m'ont appelé un jeune courtier prometteur. J'ai juste souri, mais au fond, je savais que j'étais sur la bonne voie. La grande percée est arrivée un après-midi brûlant lorsqu'un client majeur m'a contacté. C'était un investisseur de New York qui cherchait à acheter un terrain dans les faubourgs d'Orlando pour y développer un complexe hôtelier. Je n'avais aucune expérience des transactions de plusieurs millions de dollars, mais je ne me suis pas laissé arrêter par cela. J'ai fait des recherches jour et nuit, préparant tout méticuleusement, des cartes de zonage aux prévisions de profit. Le jour de la signature du contrat, je me suis tenu devant lui, vêtu d'un costume bon marché emprunté, et j'ai présenté comme si toute ma vie dépendait de ce moment. Quand il a hoché la tête et signé le contrat, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Cette affaire m'a rapporté ma première commission à 6 chiffres. J'ai utilisé cet argent pour investir, pas dans des voitures de sport ou des maisons de luxe, mais dans un autre terrain à Orlando. J'ai fait des recherches approfondies en m'appuyant sur tout ce que j'avais appris et j'ai tout misé sur cette décision. 3 mois plus tard, une grande entreprise a acheté le terrain pour le double du prix. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé mon compte bancaire et j'ai vu un solde de plusieurs centaines de milliers. Je me suis assis dans mon petit appartement en fixant l'écran de mon ordinateur portable et j'ai pleuré. Pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais réalisé que j'avais accompli quelque chose que ma famille avait dit que je ne pourrais jamais faire. Mais je ne me suis pas laissé envahir par le succès. Je vivais toujours simplement, portais des vêtements ordinaires et cuisinais mes propres repas. Je n'avais pas besoin de me montrer, car je ne faisais pas cela pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre qu'à moi-même. Cependant, il y avait une chose que je gardais toujours précieusement. Un cadeau spécial pour mon père. Malgré son attitude froide et dure, mon père avait une fois partagé son rêve de posséder une Lamborghini. Avant de mourir, je veux conduire une supercar juste une fois, avait-il dit, les yeux inhabituellement rêveurs. J'ai décidé d'économiser pour lui acheter cette voiture pour son 65e anniversaire. J'ai même refusé quelques opportunités d'investissement lucratives pour mettre de côté de l'argent pour ce cadeau. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être qu'au fond, j'espérais toujours qu'un jour ma famille me regarderait différemment. 3 ans se sont écoulés en Floride et je n'ai pas contacté ma famille. Ma mère et ma sœur ont envoyé quelques messages, mais je n'ai répondu que brièvement en disant que je reconstruisais ma vie en Floride. J'ai l'impression d'avoir disparu de leur vie et peut-être que cela ne leur importe pas. Mais ça ne me dérange pas. Je suis occupé à construire ma nouvelle vie, occupé à devenir la meilleure version de moi-même. Houston est maintenant juste un lointain souvenir pour moi, comme un rêve brumeux dont je ne suis pas sûr de vouloir me souvenir. Puis, un jour de début d'automne, alors que j'étais assis dans mon petit bureau à Orlando, le soleil filtrant à travers la fenêtre réchauffant mes mains, un message est arrivé. C'était de mon père. Cette année, c'est mon 65e anniversaire. Toute la famille se réunira. Si tu es libre, reviens. À la fin, il a écrit « Mais il vaut mieux que tu ne viennes pas pour éviter l'embarras. » J'ai fixé l'écran de mon téléphone, mon cœur se serrant. Ces mots, cependant, juste du texte sur un écran, m'ont coupé comme un couteau, rouvrant de vieilles cicatrices que je pensais avoir oubliées. Pour éviter l'embarras, j'entendais la voix de mon père, froide et teintée de sarcasme, comme si ma présence elle-même était une source de honte. Une partie de moi voulait supprimer le message et continuer la vie que j'avais construite en Floride. Mais une autre partie,
la partie la plus faible, la partie qui aspirait toujours à l'approbation de ma famille, ne me laissait pas faire. Pendant 3 ans, j'avais préparé un cadeau spécial, une Lamborghini argentée métallisée, le rêve de toute une vie de mon père. J'avais travaillé sans relâche, refusant des opportunités d'investissement lucratives, juste pour économiser pour cette voiture. Pas parce que je voulais me montrer, mais parce que j'espérais qu'une fois mon père me regarderait avec des yeux différents. Des yeux remplis de fierté, de respect. Je savais que c'était un rêve naïf, mais c'était la seule chose qui me maintenait attaché à ma famille, aussi fragile que soit ce fil. Le jour où je suis allé acheter la Lamborghini, le ciel d'Orlando était clair, pas un nuage en vue. J'ai conduit ma vieille voiture jusqu'à une concession de luxe dans le centre-ville. Un bâtiment de verre étincelant avec des voitures exposées comme des œuvres d'art. J'ai marché, portant une simple chemise boutonnée et un jean, me sentant déplacé dans cet espace opulent. Les vendeurs impeccablement habillés me regardaient avec des yeux scrutateurs. Je ne leur en voulais pas. Je ne ressemblais pas à quelqu'un qui pouvait se permettre une voiture à un demi-million. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» Un jeune vendeur dont le badge disait « Ethan » s'est approché de moi. Son ton était poli, mais je pouvais sentir une pointe de doute dans ses yeux. « J'aimerais voir une Lamborghini », j'ai dit, en essayant de garder ma voix ferme. Plus précisément, une Huracan Evo argentée métallisée. Ethan a cligné des yeux, visiblement surpris. « Huracan Evo, excellent choix. Voulez-vous voir le modèle d'exposition ou voulez-vous l'acheter ?» J'ai interrompu, en souriant légèrement. « Si elle est disponible, j'aimerais une livraison dès que possible. » Il m'a conduit à une Huracan Evo exposée sur une plateforme tournante, sa peinture argentée métallisée captant la lumière, chatoyante comme du cristal liquide. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me tenais là. La voiture était plus belle que je ne l'avais imaginé. Puissante, élégante, comme si elle était née pour commander tous les regards. J'ai imaginé mon père au volant, un sourire rare sur son visage, et moi debout à ses côtés, ressentant pour la première fois comme si j'étais vraiment son fils. « Vous êtes sûr de celle-ci » Ethan a demandé, son ton maintenant moins incertain et plus enthousiaste. C'est un modèle personnalisé. Intérieur en cuir Alcantara, moteur V10, 640 chevaux. Le prix de départ est de 5 000 $, sans les options supplémentaires. Je la veux, j'ai répondu sans hésitation. Mais j'ai une demande spéciale. Cette voiture est un cadeau. Je veux qu'elle soit livrée à Houston, Texas, le jour de l'anniversaire de mon père. Et je veux que ce soit une surprise. Ethan a hoché la tête, sortant un carnet. Excellente idée. Nous pouvons organiser la livraison dans un camion scellé pour garder le secret jusqu'au dernier moment. Voulez-vous ajouter quelque chose pour le rendre plus dramatique? Comme une révélation sous un rideau ou un spectacle de lumière lorsque la voiture sera dévoilée? J'ai réfléchi un moment. Je ne voulais pas en faire trop, mais je voulais que le moment soit inoubliable. Je veux que la voiture soit livrée dans un conteneur scellé, garé juste devant la maison de mon père. Quand il sera temps d'ouvrir le cadeau, j'ouvrirai le conteneur pour révéler la voiture. Mais la clé, je veux la lui remettre moi-même. Je vais l'envelopper dans une petite boîte cadeau simple pour que personne ne se doute de rien. Ethan a souri, visiblement emballé par l'idée. Très chic. Nous pouvons préparer un conteneur avec le logo Lamborghini et ajouter de la fumée théâtrale lorsque les portes s'ouvriront. Et la clé? Comment voulez-vous qu'elle soit emballée? Je veux une petite boîte bleue, car c'est la couleur préférée de mon père. J'ai dit, me souvenant des fois où il portait sa chemise bleue préférée pour les occasions spéciales. Ajoutez un simple ruban blanc.
Je ne veux pas que ce soit trop tape à l'œil. Je veux que les gens soient surpris quand ils verront la clé, mais pas qu'ils pensent que c'est quelque chose de grand avant que le conteneur ne s'ouvre. Parfait, a dit Ethan, prenant rapidement des notes. Nous coordonnerons avec l'équipe de transport pour assurer que la voiture arrive à temps et au bon endroit. Voulez-vous inclure une carte ou un message? J'ai secoué la tête. Pas besoin de carte. Je parlerai à mon père moi-même quand je lui remettrai la clé. Bien que dans mon cœur, je n'étais pas sûr de ce que je dirais. Peut-être quelque chose de simple comme « Papa, c'est ton rêve. Je l'ai fait. » Le processus d'achat de la voiture a pris près d'1 semaine à finaliser. J'ai transféré la plus grosse somme d'argent que j'ai jamais dépensée, regardant mon compte bancaire diminuer rapidement. Mais je n'ai eu aucun regret. Chaque fois que je pensais au visage de mon père quand il verrait la voiture, je sentais que tous les efforts en valaient la peine. J'ai rendu visite à la concession plusieurs fois pour vérifier la voiture, en m'assurant que chaque détail était parfait. Ethan et son équipe ont travaillé professionnellement, me laissant même conduire la voiture sur le parking. Le sentiment de tenir le volant, d'entendre le rugissement du moteur comme une bête, m'a fait comprendre pourquoi mon père en rêvait. Mais je n'ai pas conduit longtemps. Cette voiture n'était pas à moi, c'était la sienne. J'ai quitté la concession avec la boîte cadeau à la main contenant la clé brillante de la Lamborghini. Le cadeau que je croyais surprendrait et rendrait mon père fier. Le jour où je suis retourné à Houston, une légère pluie tombait. L'autoroute infinie s'étirait devant moi. Les gouttes de pluie glissant sur le pare-brise comme les larmes que j'avais avalées il y a 3 ans. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Un câlin de ma mère, des excuses de Michael, ou simplement un moment où je ne serais pas considéré comme le mouton noir. J'ai allumé la radio en essayant de chasser les pensées qui grandissaient en moi. Une vieille chanson de Springsteen jouait, parlant de gens qui quittent leur ville natale pour se retrouver. J'ai souri faiblement. Peut-être que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. La maison familiale à Houston avait l'air exactement pareil, comme si le temps ne l'avait pas touché. La clôture en piquet blanc, la pelouse soigneusement taillée et les rosiers en fleurs de ma mère ornaient toujours le porche avant. Mais l'atmosphère à l'intérieur était différente. En entrant, le bavardage animé du salon remplissait l'air, mêlé à de la musique et au tintement des verres à vin. L'endroit était bondé d'invités, de voisins, d'amis de mes parents, des anciens associés de mon père et de parents éloignés que je n'avais rencontrés qu'une poignée de fois. Je me suis tenu à la porte, serrant la boîte cadeau, me sentant comme un étranger entrant dans le monde de quelqu'un d'autre. Justine. Une voix m'a sorti de mes pensées. C'était ma mère. Elle se tenait dans un coin de la pièce, vêtue d'une élégante robe de soie, mais son regard n'avait aucune chaleur alors qu'il se posait sur moi. « Tu es vraiment revenu ?» ?»« Oui, » j'ai répondu, en essayant de garder ma voix ferme. Je voulais célébrer l'anniversaire de papa. Elle a hoché la tête, mais n'a rien dit de plus, se détournant pour continuer sa conversation avec un invité. Mon père, debout au milieu de la foule, avait l'air comme toujours, ses cheveux noirs maintenant striés d'argent, sa voix forte, racontant des histoires de son époque en tant qu'expert comptable. Il a jeté un coup d'œil vers moi, m'a donné un bref signe de tête, puis est retourné à son histoire. Pas de poignée de main, pas de sourire. Mon cœur s'est alourdi, mais j'ai écarté le sentiment. Aujourd'hui, ce n'est pas à propos de moi, me suis-je dit. Aujourd'hui, c'est pour papa. Michael et Sophia sont apparus peu après, comme des étoiles dans un film hollywoodien. Michael, dans un costume cher,
parlait d'un procès majeur à Dallas. Sophia, radieuse avec ses cheveux blonds, parlait d'une chirurgie complexe qu'elle avait récemment pratiquée. Lily, ma sœur cadette, était aussi éblouissante que jamais, entourée d'un groupe d'amis du MIT, riant et discutant avec animation. Ils m'ont regardé, mais leur regard n'était pas différent de ceux de mes parents, un mélange de curiosité et de mépris. « Tu vends toujours des grille-pains, Justine ?» Michael a demandé, son ton douloureusement familier. J'ai juste souri, sans répondre. Je ne voulais pas me disputer. Je ne voulais pas qu'il me replonge dans le gouffre du doute. Mais Michael a continué comme s'il ne pouvait pas s'arrêter. J'ai entendu dire que tu avais déménagé quelque part. En Floride, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vends des téléviseurs sur la plage. Ça doit être amusant. Les amis de Lily ont éclaté de rire. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais je me suis retenu, ma main serrant la boîte cadeau dans ma poche. Au milieu de l'atmosphère étouffante, une main chaude s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné et mon cœur s'est fondu. C'était ma grand-mère. Elle se tenait là, petite et frêle, ses cheveux blancs comme de la soie, ses yeux s'illuminant en me regardant. « Justin, mon cher garçon, » a-t-elle dit, sa voix tremblant d'émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Je l'ai serré dans mes bras, respirant le parfum familier de son parfum à la lavande. Ma grand-mère était la seule personne de la famille qui ne m'ait jamais jugé. Chaque été, quand j'étais enfant, je lui rendais visite à la campagne. Je courais dans les champs et j'écoutais ses histoires d'autrefois. Elle était mon refuge, la seule qui me faisait me sentir digne. « Tu m'as manqué aussi », j'ai murmuré, retenant les larmes qui montaient. Nous nous sommes assis dans un coin tranquille de la pièce, loin de la foule bruyante. Elle m'a parlé de ma vie en Floride, de mon travail et des jours que j'avais traversés. Je lui ai dit non pas pour me vanter, mais parce que je voulais qu'elle sache que j'allais bien. Elle m'a tenu la main, souriant. « Tu as toujours été un enfant spécial, Justine. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Puis, la cérémonie d'ouverture des cadeaux a commencé. Le salon est tombé dans le silence, seule une douce musique jouait depuis les haut-parleurs. Une grande table avait été installée dans un coin, drapée d'une nappe de soie blanche, empilée de cadeaux extravagants. Des boîtes enveloppées dans du papier chatoyant, nouées avec des rubans rouges, ou enfermées dans des boîtes en bois sculpté de manière complexe. Mon père se tenait près de la table, un sourire fier sur le visage, lisant les noms de chaque donateur. De Michael, un vin de Bordeaux de 30 ans. Il a ouvert la boîte, a soulevé la bouteille, et la pièce a éclaté de murmures d'admiration. Ensuite, Sophia a offert un ensemble de clubs de golf en édition limitée. Puis, Lily un tableau ancien. Chaque cadeau était somptueux, suscitant des hochements de tête approbateurs de la part des invités. Puis mon père a lu mon nom, Justin Rivera. Et la pièce est soudainement devenue silencieuse. Il a ramassé ma petite boîte cadeau, a froncé les sourcils et a laissé échapper un rire moqueur. Qu'est-ce que c'est? Un sablier? Ou un jouet de ton magasin d'électronique? Le rire a rempli la pièce, aussi tranchant que des couteaux. Il a secoué la tête, a jeté la boîte dans un coin de la table sans l'ouvrir et est passé au cadeau suivant, comme si je n'existais pas. Je suis resté là, sentant le monde s'effondrer sous mes pieds. Cette petite boîte portant 3 ans de mon cœur et de mes efforts a été jetée comme des ordures. J'ai voulu crier pour dire à tout le monde que je n'étais pas un échec, mais je ne pouvais pas. Je suis resté là, figé, mon cœur se brisant en morceaux. Ma grand-mère, la seule personne dans la pièce qui me voyait vraiment, a doucement touché ma main. « Ça va, Justine ?» Elle a murmuré,
les yeux pleins d'inquiétude. J'ai hoché la tête, mais mon sourire forcé ne trompait pas son regard perçant. « Tu n'as pas à supporter ça, » a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Je l'ai regardée, voulant dire que je l'endurais toute ma vie. Mais je suis resté silencieux, parce que je savais que ce moment n'était pas encore terminé. Je me suis dirigé vers la table et j'ai ramassé la petite boîte cadeau que mon père avait jetée. La pièce est retombée dans le silence, tous les yeux se tournant vers moi. Mon père a froncé les sourcils, comme si ma présence perturbait l'atmosphère festive. « Qu'est-ce que tu fais, Justine ?» a-t-il demandé, sa voix froide et empreinte d'irritation. « Tu essaies de montrer ton petit jouet. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai ouvert la boîte cadeau lentement, laissant tout le monde voir la clé brillante de la Lamborghini scintillant sous la lumière. Un murmure a parcouru la pièce. Michael, mon frère aîné, a éclaté de rire. « Qu'est-ce que c'est? Une clé de jouet? Tu l'as eue dans ton magasin d'électronique, Justine ?» Le rire a de nouveau éclaté de la part de Sophia, de Lily, de parents dont je n'ai pas pris la peine de me souvenir des noms. Ils pensaient que c'était une blague, une tentative désespérée du vendeur de grille-pain d'attirer l'attention. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de l'équipe de transport avec laquelle j'avais coordonné la semaine précédente. « Ouvrez le conteneur », j'ai dit, ma voix calme mais résolue. Par la grande fenêtre du salon, les gens ont commencé à remarquer un énorme camion garé dans la cour avant. Le moteur a vrombi et les portes du conteneur se sont lentement abaissées. Les lumières de la cour ont illuminé une Lamborghini Huracan Evo argentée métallisée, resplendissante comme un rêve vivant. La foule est devenue silencieuse. Les rires se sont arrêtés, remplacés par des murmures d'étonnement. Mon père est resté figé. La bouteille de vin à la main a failli lui échapper. Ma mère, toujours si posée, est restée la bouche bée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Michael et Sophia échangèrent des regards, comme s'ils cherchaient une explication logique. Lily, ma sœur cadette, que j'avais autrefois cru être la plus proche, a murmuré « Pas possible ». Les invités ont commencé à s'agiter, certains se déplaçant vers la porte pour mieux voir. La voiture se tenait là, puissante et fière, le rêve même que mon père avait mentionné dans les rares moments où il laissait transparaître son cœur. Je suis entré au centre de la pièce, la clé à la main. J'ai regardé droit dans les yeux de mon père, pas avec colère, mais avec un étrange sentiment de soulagement. « C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi, papa », j'ai dit, ma voix ferme, inébranlable. Tu as dit un jour que tu voulais conduire une Lamborghini avant de mourir. J'ai économisé pendant 3 ans, renoncé à de nombreuses opportunités d'investissement pour réaliser ton rêve. J'espérais que ça te plairait. Mais il semble que j'ai eu tort. Personne ne parlait. La pièce a été enveloppée d'un silence gênant. Mon père m'a regardé, puis la voiture dans la cour, puis à nouveau la clé dans ma main. J'ai attendu des excuses, un merci, un signe de tête, ou même juste un regard reconnaissant. Mais il n'a rien fait. Il est resté là, immobile, comme s'il ne savait pas comment réagir. Je me suis tourné vers ma grand-mère. Elle a souri, ses yeux brillants de fierté. « Tu as fait des merveilles, Justine », a-t-elle dit, sa voix chaude comme un câlin. J'ai hoché la tête, sentant qu'elle était la seule personne dans la pièce qui me comprenait vraiment. Sans un mot de plus, je me suis dirigé vers la porte, j'ai ouvert la porte de la Lamborghini et je me suis glissé sur le siège du conducteur. Le moteur a rugi alors que j'appuyais sur l'accélérateur, un son puissant qui semblait déchirer les regards perplexes fixés sur moi. J'ai jeté un dernier regard à ma grand-mère.
Elle a agité la main, son sourire fier, inébranlable. Puis, je suis parti, laissant derrière moi la maison, la famille et toutes les vieilles cicatrices. Alors que la voiture glissait dans les rues familières de Houston, j'ai ressenti un étrange sentiment de libération. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin du regard fier de mon père, des excuses de ma mère ou du respect de mes frères et sœurs. Cette voiture, le cadeau que j'avais mis tout mon cœur à préparer, n'était pas là pour mendier leur amour. C'était pour me prouver à moi-même que j'étais capable de transformer les rêves en réalité. Les rêves de n'importe qui. Le rugissement du moteur sur l'autoroute était comme un chant de liberté. Mais à l'intérieur, mes émotions étaient un enchevêtrement de libération et de douleur. J'avais fait ce que je pensais autrefois impossible. Affronter ma famille, offert à mon père le cadeau dont il avait toujours rêvé. Et je suis parti la tête haute. Mais il y avait un grand vide dans ma poitrine. Je n'étais pas sûr si je venais de gagner une victoire ou simplement de rompre le dernier fil qui me reliait à eux. Ce soir-là, alors que j'étais perdu dans mes pensées, dans une chambre d'hôtel 5 étoiles, dans le centre de Houston, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec le nom de Lily, ma sœur cadette, celle que je pensais autrefois être la plus proche de la famille. J'ai hésité, mon doigt planant sur le bouton de réponse. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer tout contact comme je l'avais fait pendant ces 3 dernières années. Mais une autre partie, la partie la plus faible, la partie qui aspirait toujours à un soupçon de connexion familiale, m'a fait appuyer sur le bouton. Justine, la voix de Lily tremblait au téléphone, dépourvue de sa confiance habituelle. Est-ce que tu vas bien? J'ai ri doucement, pas de joie, mais parce que je ne savais pas comment répondre. Je vais bien, j'ai dit, ma voix égale. Pourquoi tu appelles? Elle est restée silencieuse un moment, comme si elle cherchait ses mots. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé aujourd'hui, pour la façon dont tout le monde t'a traité, et pour la façon dont je t'ai traité aussi. Je ne voulais pas te contrarier. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me souvenais du regard de Lily quand Michael s'était moqué de moi, son léger sourire quand la pièce avait ri de ma boîte cadeau. Mais sa voix maintenant ne ressemblait pas à quelqu'un qui faisait semblant. Elle était tremblante, pleine de regrets. Qu'est-il arrivé après ton départ? J'ai demandé, incertain si je voulais vraiment savoir. Lily a pris une profonde inspiration. Après que tu sois parti dans cette voiture, la pièce est devenue morte de silence. Personne n'a rien dit pendant quelques minutes. Papa est resté là à regarder dans la cour, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était réel. Maman marmonnait quelque chose sur le fait que ce ne pouvait pas être Justine. Michael et Sophia ont commencé à se disputer, se blâmant mutuellement de s'être moqués de toi. Les invités bourdonnaient, se demandant où tu avais trouvé l'argent pour une voiture comme celle-là. Certains ont même dit qu'ils t'avaient vu sur les médias sociaux, que tu étais quelqu'un d'important en Floride ou quelque chose comme ça. J'ai serré le volant, sentant ma poitrine se comprimer. Et puis, j'ai demandé, ma voix plus basse. Quand les invités sont partis, la famille s'est assise dans le salon. Papa n'a toujours rien dit. Il fixait juste l'endroit où ta boîte cadeau avait été. Maman a sorti son téléphone et a cherché ton nom sur Google. Et puis ils ont vu. La voix de Lily est devenue plus douce, comme si elle retenait des larmes. Ils ont vu ta chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés. Les vidéos que tu as faites avec des PDG immobiliers, les diffusions en direct analysant le marché immobilier, tout le monde les a vues. Personne ne pouvait y croire. Michael n'arrêtait pas de marmonner que c'était quelqu'un d'autre.
Sophia était silencieuse, le visage pâle. Et papa? Papa est resté assis là à fixer l'écran du téléphone, sans rien dire. J'ai fermé les yeux, laissant les mots de Lily pénétrer. J'ai imaginé ma famille, ceux qui m'avaient appelé celui sans avenir. Assis autour de la table, confronté à la vérité que je n'étais plus l'échec qu'ils pensaient être. Mais au lieu de me sentir triomphant, je me sentais juste vide. Alors maintenant ils savent, j'ai dit, ma voix plus froide que je ne l'avais voulu. Maintenant quoi, Lily? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, a-t-elle répondu, la voix étranglée par l'émotion. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. J'avais tort de ne pas t'avoir défendu. J'ai toujours pensé que tu étais incroyable. Mais j'ai laissé Michael et les autres étouffer ça. Je veux juste dire que je suis fier de toi, Justin. Je suis resté silencieux. Les excuses de Lily étaient quelque chose que j'avais autrefois désiré. Mais maintenant, elles ressemblaient à une brise passagère. Merci, Lily, j'ai dit, incertain si je ressentais quoi que ce soit. Mais je dois y aller. Justine, attends, a-t-elle appelé. Mais j'avais déjà raccroché. J'ai fixé l'écran sombre du téléphone, sentant comme si je venais de fermer une porte. Pas la porte de ma famille, mais la porte de l'ancienne version de moi-même, celle qui avait espéré, qui avait attendu leur approbation. Le lendemain, j'ai ramené la Lamborghini à Orlando, laissant Houston et les souvenirs que je ne voulais pas revisiter derrière moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de reprendre ma routine normale. Je suis allé au bureau, j'ai rencontré des clients, j'ai filmé des vidéos pour ma chaîne YouTube et j'ai continué à construire ma marque. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, craignant que ce ne soit un message de ma famille. Et puis, aussi inévitable qu'une tempête que je ne pouvais éviter, c'est arrivé. D'abord, Michael. Un court message formel typique du frère avocat. Justine, j'ai entendu parler de ce que tu fais en Floride. Très impressionnant. Appelle-moi quand tu seras libre. Parlons-en. J'ai fixé le message, mon doigt planant sur l'écran, mais je n'ai pas répondu. Je connaissais Michael. Il ne se souciait pas de moi. Il se souciait de la possibilité que je puisse être une nouvelle opportunité pour son réseau. J'ai supprimé le message. Sophia a envoyé un long email rempli de mots fleuris sur la façon dont elle avait toujours cru en moi. Comment elle était fière de ce que j'avais accompli. Mais je me souvenais de son regard à la fête d'anniversaire, de la façon dont elle avait souri quand Michael s'était moqué de moi. Ses excuses venaient trop tard, trop peu sincères. Je n'ai pas répondu. Ma mère était la suivante. Un matin, alors que je sirotais mon café dans mon bureau, mon téléphone a vibré avec un appel de sa part. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant la chamade, mais je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal, sa voix tremblante. « Justine, c'est maman. Je veux te parler. Je suis si fière de toi, mon chéri. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai écouté le message encore et encore, cherchant un indice de sincérité dans sa voix. Mais tout ce que j'entendais était de la maladresse, comme si elle essayait de réparer une erreur qu'elle ne comprenait pas vraiment. Mon père fut le dernier. Pas de texte, pas d'appel, juste un court email envoyé tard dans la nuit. « Justine, je vieillis. Reviens à la maison. Nous devons parler. » J'ai lu ces lignes encore et encore, cherchant une trace de chaleur, un soupçon de regret. Mais tout ce que j'ai vu, c'est un homme essayant de sauver la face, pas un père voulant arranger les choses avec son fils. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, pas par colère, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué de leurs paroles tardives,
de leur tentative à moitié sincère de me ramener à un endroit où je n'ai jamais appartenu. J'avais passé 3 ans à construire une nouvelle vie, à apprendre à m'aimer, et je ne voulais pas que le passé me traîne en arrière. Mais 3 semaines plus tard, ils se sont présentés juste devant moi. Sans préavis, sans permission. J'étais dans mon bureau à Miami, un espace petit mais lumineux, avec des fenêtres en verre, donnant sur une avenue animée, quand mon assistante a frappé à la porte. « Justine, des gens sont là pour vous voir. Ils disent que ce sont votre famille. » J'ai senti le sang dans mes veines se glacer. La famille, j'ai répété comme si le mot n'avait plus de sens pour moi. Elle a hoché la tête, ses yeux curieux. J'ai pris une profonde inspiration, me suis levé et j'ai redressé ma chemise. « Faites-les entrer. » La porte s'est ouverte et ils sont entrés. Mon père, ma mère, Michael, Sophia et même Lily. Ils se tenaient là, vêtus de leurs tenues élégantes, mais incapables de cacher leur gêne. Mon père, grand et sévère comme toujours, avait des yeux lourds comme s'il portait le poids des années. Ma mère, dans sa robe de soie familière, offrait un sourire forcé, ses mains serrées pour réprimer ses émotions. Michael et Sophia se tenaient à l'arrière, leurs regards détournés. Seule Lily me regardait directement, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré avant leur arrivée. « Justine, ma mère a parlé la première, sa voix tremblante. « Tu vas bien ?» J'étais tellement inquiète. J'ai hoché la tête, gardant mon expression calme. « Je vais bien. Pourquoi êtes-vous tous là ?» Mon père s'est avancé, sa voix basse, mais dépourvue de sa froideur habituelle. « Justine, je veux parler. J'ai eu tort. Je ne savais pas ce que tu avais accompli. Je veux recommencer. » Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait autrefois traité d'embarras, qui avait jeté ma boîte cadeau comme des ordures. Je voulais le croire qu'il était vraiment désolé. Mais je ne pouvais pas oublier son rire moqueur devant tout le monde à la fête. J'ai tout mis en œuvre pour acheter cette voiture, j'ai dit, ma voix ferme, mais chaque mot lourd. J'ai travaillé jour et nuit, renoncé à des opportunités majeures, juste pour te donner le cadeau dont tu rêvais. Tout ce que je voulais, c'est que tu me regardes avec respect une seule fois. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Un rire, un geste de la main et ton mépris. Ma mère a éclaté en larmes, se couvrant la bouche avec sa main. « Justin, je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'imaginais pas que tu pouvais faire ces choses. » « Vous ne saviez pas ?» J'ai répété, ma voix montant légèrement. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Aucun de vous n'a demandé ce que je faisais, comment je vivais. Vous saviez seulement vous moquer de moi pour m'appeler le vendeur de grille-pain. Maintenant, quand vous me voyez en ligne, quand vous voyez mon succès, vous voulez recommencer. C'est trop tard. » Michael s'est avancé, essayant de maintenir son assurance habituelle. « Justine, ne te méprends pas. Je plaisantais. J'ai toujours pensé que tu avais du potentiel. » « Du potentiel ?» Je l'ai interrompu, le regardant droit dans les yeux. « Tu m'as appelé un échec, Michael. Tu t'es moqué de moi devant toute la famille. Ne fais pas semblant que tu t'en souciais. » Lily, debout dans le coin, a finalement parlé. « Justine, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. J'aurais dû te soutenir dès le début. Je suis ici parce que je veux vraiment arranger les choses. Tu es mon frère et je ne veux pas te perdre. » J'ai regardé Lily et pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de douceur. Elle était la seule à m'avoir appelé juste après la fête, la seule à avoir admis son erreur sans faire d'excuses.
Mais même elle ne pouvait pas effacer les cicatrices que ma famille m'avait laissées. « Je n'ai plus besoin de vous tous », j'ai dit, en les regardant un par un. « J'ai passé toute ma vie à attendre votre approbation. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je n'en ai pas besoin. J'ai construit ma propre vie et je continuerai à la vivre sans vous. » Mon père s'est approché, posant une main sur mon épaule. « Justine, je suis vieux. Je ne veux pas perdre mon fils. » Je me suis reculé, me libérant de son toucher. « Vous m'avez perdu il y a longtemps, » j'ai dit, ma voix froide. « Pas aujourd'hui, pas à la fête, mais tous ces jours où vous me regardiez comme si j'étais une disgrâce. » Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte du bureau. « Merci d'être venu, mais j'ai du travail. » Ils sont partis en silence, sans un mot de protestation. Lily m'a jeté un dernier regard, ses yeux débordant de larmes, mais je n'ai rien dit. Quand la porte s'est fermée, je me suis effondré sur ma chaise, sentant comme si je venais de me décharger d'un énorme poids. Je n'étais plus en colère contre eux. Je n'avais tout simplement plus besoin d'eux. Après que ma famille ait quitté le bureau, je me suis assis dans l'espace silencieux, avec seulement le ronronnement du climatiseur et le soleil de Miami filtrant à travers la vitre. J'ai regardé l'avenue animée en contrebas, les voitures passant à toute allure, les gens se précipitant dans leur propre vie. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre. Pas libre de ma famille, mais libre du désir de leur approbation. J'avais passé trop d'années à attendre un regard fier de mon père, des excuses de ma mère, ou un câlin de mes frères et sœurs. Mais maintenant, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ces choses pour me sentir digne. La Lamborghini. J'ai décidé de la vendre, pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que je ne voulais pas garder quelque chose qui me rappelait mes espoirs naïfs. J'ai contacté la concession à Orlando et ils ont trouvé un acheteur en quelques jours. Alors que la voiture était emmenée, j'ai regardé à distance, sentant comme si un chapitre de ma vie se refermait. Je n'ai pas gardé l'argent de la vente. Au lieu de cela, je l'ai investi dans un projet auquel je rêvais depuis longtemps, un centre de formation pour les jeunes rejetés par leur famille. Des gens comme moi qui avaient autrefois senti qu'ils n'appartenaient nulle part. Je voulais qu'ils sachent qu'ils n'avaient besoin de l'approbation de personne pour réussir, qu'ils pouvaient écrire leurs propres histoires. Mais il y avait un autre rêve que je voulais réaliser. Pas pour mon père, pas pour ma famille, mais pour la seule personne de la maison qui ne m'a jamais tourné le dos. Ma grand-mère, elle avait toujours parlé de son rêve de posséder une petite ferme à la campagne, où elle pourrait se réveiller chaque matin, regarder les cochons et les poulets gambader et ressentir la paix de la vie rurale. Quand j'étais enfant, les étés passés chez elle étaient mes plus beaux souvenirs. Elle m'a appris à cultiver des légumes, à soigner les poules, et me racontait des histoires de sa jeunesse, avec un sourire chaleureux. Je voulais lui offrir ça, pas comme un cadeau pour prouver quoi que ce soit, mais simplement parce qu'elle le méritait. J'ai trouvé une ferme à la périphérie du Texas, près de là où elle vivait. C'était un vaste terrain avec une maisonnette en bois confortable, une étable propre et un champ verdoyant luxuriant. J'ai engagé de l'aide et installé toutes les commodités pour qu'elle puisse vivre confortablement. Quand je suis allé la voir et l'y emmener, ses yeux se sont illuminés comme si elle revivait les rêves de sa jeunesse. « Justine, tu as fait ça pour moi ?» Elle a demandé, la voix tremblante. J'ai tenu sa main et j'ai souri. « Je veux que tu sois heureuse comme tu m'as toujours rendu heureux. » Dans une vidéo YouTube à la fin de cette année-là, j'ai partagé mon histoire, non pas pour me vanter, mais pour envoyer un message à ceux qui luttent avec des relations toxiques. Soyez assez forts pour vous éloigner de ce qui vous blesse, peu importe qui c'est.
La famille ne vous définit pas, vous vous définissez vous-même. Cette vidéo est devenue virale, regardée par des millions de personnes, et j'ai reçu des centaines de messages de jeunes disant que mon histoire leur avait donné le courage